La table ronde qui suit nous invite à se réinventer avec des ressources limitées. Dans un monde où les ressources deviennent limitées, quels choix devrons-nous faire? Comment les entreprises s'adaptent-elles à ces différents enjeux? Circuits courts, économie circulaire, quelle est la place de ces nouveaux modèles économiques? On en débat tout de suite avec Salomé Géraud, Bertrand Montfort, Emmanuel Parache, Thomas Wagner. Et à la manœuvre, on retrouve avec plaisir la journaliste et rédactrice en chef, Christine Bouillot. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Alors, vont nous rejoindre Hélène Vivien, on va en parler. Sera à distance également avec nous Bertrand Montfort, qui est le correspondant régional de CBIOS. Installez-vous, Hélène Vivien, vous êtes la responsable immobilier chez Lidl, donc prenez place. Salomé également a dû arriver, Salomé Géraud, qui est la cofondatrice du Drive Tout Nu. Donc elle va vous expliquer, si vous ne la connaissez pas, qui elle est. Et puis Emmanuel Parache, oui, vous venez nous rejoindre, bonjour, ou bonsoir, je ne sais plus très bien à quelle heure on dit bonsoir, fondatrice de Biocenis. Alors, je voudrais juste me tourner vers la régie pour être sûr que Bertrand Montfort nous entend. Vous nous entendez, Bertrand? Vous êtes là? Il n'est pas encore connecté. Bon, vous me faites signe quand il est connecté. Voilà, ça s'appelle les aléas du direct. Et je pense que Salomé arrive aussi. Voilà, on va commencer avec ça. Alors, on vient de le voir là, avec la table ronde, en tous les cas la keynote sur le chiffre projet, ces ressources, nos ressources limitées. On va refaire le schéma, mais en tous les cas, on va vers une planète à plus de degrés. Et aujourd'hui, l'actualité nous rappelle que l'année 2022 reste l'année la plus chaude que l'on ait jamais enregistrée. Alors, c'est à l'accélération vient percuter nos modèles économiques, nos modes de vie. On a des contraintes aujourd'hui. Comment faire avec de plus en plus de monde sur la planète, des ressources limitées et un modèle économique qui aujourd'hui est, on va dire, challengé sur ses fondements par rapport aux différentes crises, notamment celle du Covid que l'on a connue. Alors, Bertrand Montfort, il est correspondant régional de CBIOS. On va le retrouver dans un instant, mais je vais commencer avec vous, Emmanuel Parache. Vous êtes fondatrice de Biocenis. Alors, Biocenis, si on regarde comme ça vite fait, on voit des ruches sur votre site internet, mais c'est bien plus que ça. Vous êtes une entreprise qui accompagne justement sur ces questions de biodiversité le monde de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous essayez de dresser le portrait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, là, on est véritablement à un point de bascule, mais déjà, Biocenis, expliquez vraiment comment vous intervenez dans toutes ces questions de ressources et de biodiversité. Okay, bonjour à tous. Ah, super, ça marche. Oui, ça marche. Donc Biocenis, c'est une société que j'ai créée il y a 10 ans. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, le sujet biodiversité entreprise, c'était pas un sujet, clairement. Bonjour Salomé. Donc ça a beaucoup 10 ans, évolué. la biodiversité, c'était un non-sujet. C'était un non-sujet. Donc on les vous regardez entreprises comme un l'intégraient ovni, dans la partie réglementaire, mais absolument pas d'une autre manière. Donc là, l'objectif, c'était plutôt de les accompagner dans le cadre de démarches volontaires, puisque toutes les entreprises dépendent de la biodiversité. Mais elles n'en avaient pas conscience. Et on voit, alors là, de manière très empirique, puisque ça fait 10 ans qu'on est sur le sujet, qu'il y a une très grosse évolution. C'est pour ça d'ailleurs que ça construit finalement, ça a structuré notre développement, puisque en première étape, on est parti sur des solutions opérationnelles locales, ce que vous évoquiez, ruches, éco-pâturage, des choses qui sont très concrètes et qui étaient à la mesure de la maturité des entreprises en fait. Et puis ensuite, après la COP 21, on a vraiment senti une prise en main différente de l'intégration du sujet du changement climatique dans les entreprises avec celui de la biodiversité. Et on a développé une activité d'ingénierie biodiversité où on accompagne les promoteurs et les aménageurs pour minimiser leur impact, et puis également travailler sur la mesure des impacts et des dépendances des entreprises à la biodiversité et mettre en place des plans d'action pour les diminuer. Donc là, on a un cadre qui a beaucoup évolué, qui depuis Covid a eu une accélération très importante. Et qui est lié à plusieurs facteurs, à la fois à la prise en compte des différentes parties prenantes
de cette volonté qu'on avait des ressources limitées et qu'on avait envie tous de vivre bien, de continuer à vivre bien. Et donc, il fallait préserver ces ressources-là. Et puis, tout un ensemble de démarches structurantes qui ont été mises en place et au niveau mondial et au niveau français sur les stratégies nationales bas carbone, ça c'est 2016, stratégie nationale biodiversité. D'ailleurs, on a la COP 15 qui commence lundi prochain et qui va fixer le cadre mondial biodiversité. COP 15 diversité, biodiversité. Voilà, biodiversité. L'objectif, c'est vivre en harmonie avec la nature. Voilà. C'est un joli programme. C'est beau. Mais pour l'entreprise, la biodiversité, ça recouvre quel périmètre? Qu'est-ce qu'on entend? Ça peut être... alors déjà, pour qu'on soit tous à niveau, le sujet de la biodiversité, qu'est-ce que c'est la biodiversité? Donc la biodiversité, c'est à la fois c'est le vivant, c'est toutes les espèces vivantes, les mammifères, les insectes, etc. C'est tous les milieux dans lesquels ils vivent, les zones humides, les zones arides, de la montagne, etc. Et surtout, ce qui est très subtil, c'est toutes les interactions qu'ils ont entre eux. Et c'est ça qui est compliqué, la biodiversité. Et c'est aussi tous les services que rend la biodiversité, c'est-à-dire la production de dioxygène, si on respire, c'est grâce au plancton végétal et aux arbres, la pollinisation, la fourniture de textiles, la fourniture d'énergie, alors là pour le coup fossile, la photosynthèse, donc tous ces services-là. Et donc l'entreprise forcément est liée à la biodiversité. Alors déjà 40% de l'économie mondiale est fondée sur la biodiversité. Les produits sont issus de la biodiversité. Et finalement, 100% des entreprises sont liées, puisque, quelle que soit l'activité, en fait, on a un lien, alors plus ou moins important, sur la fragmentation des espaces. Je pense que Lidl nous en parlera. L'artificialisation des sols, ça peut être sur la surexploitation des ressources, sur, par exemple, le textile ou pour l'agroalimentaire. Donc, en fait, toutes les entreprises sont liées. Elles le découvrent maintenant. Alors, celles qui avaient des obligations réglementaires, moins. Ça fait plus longtemps qu'elles l'ont intégré. Et là, c'est vrai qu'avec la taxonomie européenne... Elles partent de plus loin aussi, celles qui ont des obligations réglementaires, en termes d'impact. Oui, vous avez raison, c'est les carriers, les miniers, tout ce qui est plateforme pétrochimique, etc. Donc, elles partent de beaucoup plus loin, vous avez raison. Mais du coup, elles sont plus agiles pour ensuite l'intégrer, même si le modèle en lui-même est complexe. Question. On l'a vu tout à l'heure, il y avait une table ronde autour de ces sujets. Oui. Ça pose question. Qu'est-ce qui attend les entreprises, là, demain ? Alors, le sujet de la taxonomie européenne, ça, c'est un très gros sujet. Qu'est-ce que c'est la taxonomie en très rapide? C'est l'Europe qui a décidé de classifier toutes les activités des entreprises et d'identifier celles qui sont durables et de flécher les flux financiers vers les activités durables. Ça veut dire que si les entreprises veulent avoir des financements, il va falloir, européens, enfin mondiaux, il va falloir qu'elles respectent un certain nombre de critères, dont la biodiversité fait partie, dont le changement climatique fait partie, etc. Et donc ça, c'est vraiment le sujet de demain. C'est pour ça que les entreprises commencent à s'emparer du sujet. Pour le moment, ça ne concerne que les entreprises de plus de 500 salariés, le sujet de taxonomie, mais c'est 2023. C'est dans un mois. C'est ça. C'est dans un mois. Mais on l'a vu, comme pour la RSE et le rapport extra-financier étaient imposés aux grands groupes. Et puis, en fait, par effet de contagion positive, ensuite, ça va percoler vers les entreprises plus petites, en fait, vers les PME. Donc là, c'est vraiment j'espère en tout cas, une révolution. Ce qui est enthousiasmant, c'est que finalement, en peu de temps, 10 ans, c'est pas très long. Nous, de manière empirique, on voit qu'il y a vraiment une accélération exponentielle de ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment très positif de voir que ça peut bouger aussi vite. Voilà. Maintenant, il faut basculer, réinterroger son modèle. La taxonomie, ça aide à réinterroger son modèle. C'est pas simple. Et puis c'est très lié au changement climatique, au carbone, etc. On a des gros enjeux qui sont complexes. 2023 pour les entreprises de plus de 500 salariés. Après, ça va descendre gentiment jusque... Oui, je ne pourrais pas vous donner toutes les dates, mais effectivement, oui, ça va descendre. Il y a des mises en application progressives, comme il y a eu pour les rapports extra-financiers, des mises en application progressives sur les tailles d'entreprise. Alors, je ne sais pas si Bertrand Montfort est avec nous et connecté. Est-ce qu'il nous entend ? Oui, oui.
Ah, formidable. Je suis connecté depuis, enfin, je suis apparemment, j'ai été connecté pendant l'intervention Voilà, d'Emmanuel Parache, absolument, on a donc commencé. que je salue, Bonsoir, Bertrand. ainsi que tous les participants. Merci, merci de m'accueillir à distance et malgré voilà, les difficultés de transport, je suis présent virtuellement. Alors, Bertrand Montfort, correspondant régional de CBIO, je vous laisse. Alors, je ne sais pas si on vous voit concrètement, je n'ai pas le retour écran. Il faut que vous allumiez votre caméra, me dit-on. Voilà, c'est du direct, comme on dit. Ma caméra est allumée. D'accord. Alors, ma caméra est allumée, je vois ma vignette dans la transmission, dans le coin de la transmission vidéo. Je pense que c'est juste une question peut-être d'utilisation de l'interface Teams à votre niveau. Alors, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser... Je ne peux pas faire mieux que de vous dire que je me vois. Bon, on va démarrer avec vous, quoi qu'il arrive en attendant. On vous entend très très bien, Bertrand Montfort. Déjà, la présentation de CBIO. On parlait de biodiversité. Vous allez encore plus loin. Alors, encore plus loin, disons que faire avec la biodiversité, évidemment, comme l'a rappelé Emmanuel Parache, c'est simplement admettre que sans la biodiversité, point de chiffre d'affaires, point d'économie. Donc, c'est bel et bien un socle. Mais au-delà de ce constat, qui est un premier constat indispensable pour toute entreprise qui veut adapter son activité, CBIOS, en fait, s'est créé en association, sous forme associative en 2014 et s'est transformé en société coopérative d'intérêt collectif. Toujours sans but lucratif, donc avec une mission qui consiste à accélérer la transition écologique et sociétale par le biomimétisme. Et dans la transition sociétale, on entend bien évidemment l'économie. Voilà, donc alors c'est un travail qui est collectif, d'abord parce qu'il s'agit d'une société coopérative d'intérêt collectif à laquelle participent des organismes très divers, des personnes physiques, mais aussi des pôles de compétitivité, le Muséum national d'histoire naturelle, la région Nouvelle-Aquitaine, qui a été un des piliers du démarrage de l'association et qui aujourd'hui est sociétaire, comme je le suis moi-même, de cette société coopérative. Et donc, là, il y a sans doute une difficulté à comprendre que CBIOS fait à la fois de la recherche, crée de la connaissance autour de ce que le vivant peut nous apprendre pour réaliser ces transitions écologiques et sociétales cohérentes, mais met également en œuvre à travers des prestations, un accompagnement d'entreprises. Et il y en a un certain nombre en région Occitanie et au niveau national, dans des secteurs très divers. Donc, accompagnement et une innovation qui s'inspire du vivant, ça veut dire finalement on va accompagner les ingénieurs à comprendre ce que le vivant peut apporter aux procédés, aux matériaux, à la manière de travailler dans des secteurs aussi divers que les transports, le bâtiment, la cosmétique et la santé. Et je voudrais faire un clin d'œil du côté de Pierre Fabre, qui est également un des acteurs importants intéressés par le biomimétisme en région Occitanie, mais aussi l'énergie, l'environnement, les matériaux, l'ingénierie. Voilà, donc c'est un champ d'application très vaste vers lequel le CBIOS accompagne les entreprises. Et enfin, il y a une mission donc, à laquelle je suis directement rattaché qui consiste à faire connaître le biomimétisme, identifier les acteurs que ça peut intéresser, alors tant du côté de la recherche, avec les multiples partenariats, les projets auxquels nous sommes associés régulièrement, que du côté des collectivités territoriales, d'où mon rôle de correspondant en région Occitanie et avec une mission que je me suis assignée dans un premier temps à moi-même en 2019 et que je poursuis en tant que sociétaire et partenaire de CBIOS. Pour bien cerner, Bertrand Montfort, tout l'enjeu autour du vivant, de l'adaptation du modèle économique à notre monde, aujourd'hui aux ressources limitées, un exemple concret de ce que peut faire le biomimétisme dans l'intérêt des entreprises ou de l'économie. Alors, ce que peut faire le biomimétisme, j'ai un exemple qui me vient en tête dans le secteur de la cosmétique. La cosmétique propose des produits qui sont parfois constitués d'abord de ressources naturelles éventuellement limitées et a une incidence par exemple sur l'utilisation de l'eau. Dans la cosmétique, les soins apportés au corps sont un point important et comme chacun peut le constater, dans la nature, les animaux restent propres sans utiliser d'eau.
Je pense que vous avez, et parfois d'ailleurs utilisent les bains de boue aussi pour pouvoir assurer à la fois leur hygiène et le maintien en bonne santé. Mais en l'occurrence, il y a une société de cosmétiques qui s'est adressée à Sybios pour développer des solutions inspirées du vivant pour faire sa toilette. Et je pense que chacun a en tête l'image du chat qui se lèche avec une langue qui finalement n'est pas plus humide que ça. Et à partir de l'observation des techniques de nettoyage du chat, on a pu proposer avec les équipes de recherche d'un des clients de Sybios des solutions pour finalement se passer d'eau pour faire sa toilette, ce qui n'est pas inintéressant. Par des ressources. Alors, ouais. Allez-y. Donc ça c'est un exemple qui peut sembler anecdotique. On peut en prendre dans le secteur du bâtiment, qui sont sans doute beaucoup plus conséquentes en termes de choix de matériaux, en termes de régulation des ouvertures, par exemple, inspirer des mouvements des pommes de pin selon la température, selon l'humidité. On peut créer des ouvertures dans les bâtiments qui vont être adaptées aux conditions climatiques, c'est-à-dire sans énergie. C'est-à-dire qu'on va faire appel à des matériaux qui sont capables de se déformer en fonction de la température et de l'humidité, et du coup de créer des régulations, on pourrait dire, en climatisation passive. Voilà, ça c'est dans le secteur du bâtiment. Donc voilà, les exemples sont multiples. Alors, c'est vrai que dès lors que Sybios travaille sur des projets d'ingénierie qui sont soumis à des clauses de confidentialité assez rigoureuses, mais difficile d'entrer dans le détail puisque ce sont des projets qui sont généralement relativement compétitifs. Pour autant, les applications du biomimétisme entrent également dans le champ par exemple, du traitement de l'eau. Il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui pour s'inspirer de la manière dont la nature dispose de tout un tas de processus naturels, biologiques, d'auto-épuration de l'eau. Et ces procédés sont en train d'influer très directement sur les entreprises qui réalisent ces traitements de l'eau. Alors, on reviendra avec vous parce que là, vous nous expliquez effectivement qu'il y a des solutions, on va dire, pour faire sans quelque chose, mais ça veut dire aussi, est-ce que ça ne va pas pousser à continuer à faire autant? C'est des questions qu'on va se poser maintenant, et je vais me tourner vers nos autres intervenantes qui sont là. Alors, je remercie Hélène Vivien, responsable immobilier chez Lidl. On ne vous présente plus Lidl, 31 pays, aujourd'hui, présence en France, évidemment. Alors, vous êtes la grande distribution, en général, pointée du doigt sur ce modèle économique à réinventer en disant c'est un modèle qui est fini, c'est un modèle qui ne tiendra plus la route. Et pourtant, il y a des choses que vous mettez en place parce que ça répond aussi à des besoins. Alors, comment vous articulez tout ça aujourd'hui? Déjà, comment vous enclenchez la notion de sobriété dans la grande distribution aujourd'hui ou dans votre enseigne? Bonsoir à tous. Alors, effectivement, on est souvent pointé du doigt. Il faut savoir tout de même que la préservation de nos ressources est un des piliers de notre politique RSE, et ce depuis de nombreuses années. Alors bon, on est nombreux dans la grande distribution. Maintenant, nous, on a une spécificité, c'est le développement durable. Bon, on s'y est pas mis hier, on s'y est mis déjà en 2012, donc ça fait bien une dizaine d'années. Je vous rejoins complètement, Emmanuel, parce qu'on s'est rendu compte que, effectivement, on utilise beaucoup de ressources, il fallait les préserver. Alors, on s'est interrogé d'abord sur comment construire des bâtiments qui soient plus durables, plus responsables. Donc, depuis quelques années, tous les bâtiments que l'on construit, ce sont des bâtiments qui sont pourvus de panneaux photovoltaïques. Donc, toutes les constructions aujourd'hui, elles sont toutes équipées. Donc, depuis 2016, on systématiquement pose du panneau photovoltaïque sur nos supermarchés, sur nos bases logistiques. On est en train de développer des ombrières qui soient esthétiquement acceptables, parce que là aussi, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Nos parkings, depuis 2016, sont systématiquement pourvus de pavés drainants. Donc, c'est-à-dire qu'on infiltre l'eau de pluie en lieu et place des enrobés qui permettaient à l'eau de pluie de ruisseler. Donc ça, c'est une des avancées de ces 8 dernières années. C'est le mode constructif. Alors chez Lidl, le mode constructif traditionnel. Alors certes, on a fait beaucoup appel au béton, et là, on vient d'ouvrir nos 2 premiers supermarchés en bois, ossature bois.
je le précise. Voilà, donc ce sont nos laboratoires d'expérience. Il y a 3 ans, on a ouvert sur Toulouse et on a construit notre premier bâtiment énergie positive qui est notre laboratoire d'expérience. Voilà, parce qu'on n'est pas tout à fait à énergie positive une fois que tous les équipements sont en fonction. Oui, parce que c'est énergivore, un magasin. C'est 40%. 40% aujourd'hui de la consommation est dédiée au froid. Donc voilà. Derrière, il y a un enjeu économique, écologique. Écologique, effectivement. Économique et écologique. Donc on a pourvu tous nos équipements froids bien avant que la réglementation l'impose de portes vitrées. Ça, effectivement, c'est une avancée quand même qui est conséquente. Donc on essaie, on teste, on avance petit à petit et on se rend compte qu'on a des retours d'expérience relativement intéressants. Mais c'est l'immobilier, chez nous, c'est un laboratoire d'expérience. On parlait de sobriété à tous les niveaux. C'est aussi la sobriété foncière. Voilà, aujourd'hui, alors la réglementation va nous imposer, avec la loi climat et résilience, de moins consommer de foncier. Nous, ça fait des années déjà qu'on essaie d'éviter, c'est-à-dire d'abord essayer de réhabiliter des friches, de racheter des friches, puisque Lidl est essentiellement propriétaire de son parc immobilier, donc on rachète des friches, voilà, et on raménage les terrains en essayant de désartificialiser quand cela est possible. Et c'est très souvent le cas possible. Donc on évite, on réduit, et si on ne peut pas faire autrement, on compense. Et ça fait déjà 4-5 ans qu'on est sur cette thématique-là. Donc effectivement, ces enjeux environnementaux sont cruciaux. C'est aussi au quotidien nos engagements sur la sobriété énergétique. Depuis quelques mois, la facture énergétique a flambé. On en est les premières victimes. C'est aujourd'hui, c'est colossal. En 2023, notre facture énergétique devrait doubler. Voilà. On est sur une augmentation de 206% prévue. C'est colossal. C'est colossal. Alors donc, on a pris le donc ça veut dire que les 206%, parce que la conjoncture fait que voilà, cette facture énergétique, c'est le sujet numéro 1. Grâce à ce que vous avez mis en place depuis 2016, malgré tout, c'est un moindre mal. Enfin, en tous les cas, j'arrive pas à dire vous limitez la casse, parce qu'à 206%, non. Mais tout, on a des panneaux photovoltaïques, ça aide, effectivement. Et donc, du coup, vous allez plus vite, vous allez aller plus loin encore pour justement éviter ça. On a déjà commencé à aller plus loin, puisque depuis 2 mois, on a déjà réduit de manière drastique l'intensité lumineuse dans nos supermarchés, ce qui peut peut-être paraître surprenant. Depuis déjà quelques années, certains de nos supermarchés, les derniers nés, sont pourvus de candélabres photovoltaïques. Donc là, il n'y a plus de... c'est uniquement de l'électricité, de l'énergie propre. On a éteint toutes les clims et tous les chauffages aujourd'hui dans nos supermarchés. Il y a une production d'énergie qui est liée à l'utilisation, au fonctionnement de nos matériels froids, de notre matériel froid. Donc ça produit effectivement de l'énergie. Donc on se retrouve avec des températures qui sont à peu près acceptables, mais toutes nos clims et tous nos chauffages dans la région sont éteints pour l'instant. On a la chance d'avoir certains de notre supermarché pourvus de GLT. Alors, les spécialistes sauront de quoi je parle, c'est-à-dire qu'on pilote à distance nos bâtiments en termes d'énergie. Ça, c'est uniquement une partie de notre parc. 83 bâtiments, on en a 49 pourvus de ce type de fonctionnalité. Donc, ça veut dire qu'on peut piloter à distance. On sait ce qui se passe. On peut baisser, monter la température de consigne. Pour les autres, c'est uniquement basé sur les retours de l'humain en supermarché. Donc là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Alors, la question qui peut fâcher aussi pour la grande distribution, donc il y a la question du foncier, l'approvisionnement, la logistique. Là aussi, on sait que c'est gourmand en carbone, tout ça. Comment vous opérez le virage ? Alors, au niveau des livraisons en supermarché, aujourd'hui, notre taux de remplissage, alors on travaille énormément dans la logistique, le taux de remplissage. Tous les camions qui partent de la base logistique et qui est à Baziège, nos camions sont remplis à 96%. Donc, c'est-à-dire c'est le maximum que l'on puisse mettre dans un camion. Et il y a plusieurs supermarchés éventuellement de même camion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous, à la différence d'autres formes de commerce qui sont très complémentaires là-dessus et avec lesquelles on n'est pas en concurrence, et je pense à madame, c'est nous, on nourrit la masse, des masses de gens.
il faut comprendre qu'un petit supermarché, c'est 20 palettes par jour, et un gros supermarché, c'est 2,5 camions par jour. Donc vous voyez en termes de volume, des semis qui contiennent environ 30 palettes. Donc c'est colossal. Donc nos camions aujourd'hui ne tournent jamais à vide. C'est-à-dire qu'ils vont au supermarché, ils livrent et ils font ce qu'on appelle la reverse logistique. C'est-à-dire qu'ils ramènent tous les déchets sur la base logistique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les déchets sont traités ou repartent de la base logistique. Le zéro déchet, là aussi, ça fait quelques années que nous y sommes. Donc tous les cartons sont compactés en magasin, on crée des balles cartons. Voilà, qui sont ensuite transformés. Idem pour le plastique. Le plastique est trié, 3 types de plastique. Ça revient en base logistique, ça part vers des centres et c'est retraité. Voilà. Et on pratique le zéro déchet avec le zéro gaspille. Donc on vend les produits à prix cassé, les fruits et légumes pas beaux, vous savez, dont on parle beaucoup. Légumes moches. Voilà, les légumes moches. Ben, nous, on les vend en cagette, 1 euro. Et la moitié de ces bénéfices sont reversés au Resto du Cœur 1 fois par an. Voilà. Donc, effectivement, les camions, aujourd'hui, ne fonctionnent jamais à vide. Et on s'oriente. Alors, on a 15% de notre flotte de camions, puisqu'on travaille avec des transporteurs. Aujourd'hui, Lidl a très peu de camions en propre. Je crois qu'il y a des transporteurs ici. On travaille avec des transporteurs régionaux, nationaux. Voilà. Donc, 15% des camions sont équipés de nouvelles énergies propres. Maintenant, c'est un vrai sujet. Le camion à l'hydrogène, c'est quand même un mode de transport qui est très onéreux. Voilà, donc on y travaille. On travaille beaucoup la méthanisation aussi, pour faire tourner certains camions avec les ressources à notre disposition. Voilà, donc on travaille aussi ces points-là. Et idem, on s'approvisionne, alors ça c'est souvent méconnu, 70% en France. Et depuis peu de temps, on a ouvert un corner produits locaux avec des achats très locaux. Et on a la chance d'être dans une région productrice de fruits et légumes, avec le Tarn-et-Garonne, qui est je crois, le premier département producteur de fruits et légumes, donc ils viennent de pas très loin. Voilà. Alors, on va vous challenger avec Salomé Géraud qui est ici, voilà, qui est dans un modèle, j'allais dire, de distribution, le drive tout nu. Salomé, on explique comment vous avez eu l'idée. Vous êtes la cofondatrice de ce drive. Vous n'êtes pas nu à l'intérieur, je souligne tout de suite. C'est tout ce qui est dedans qui n'a pas d'emballage. Donc, c'est tout à fait différent. Le concept est parti de celui de faire 0 déchet quand on fait ses courses. Pourquoi vous êtes parti il y a longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, 4-5 ans, sur cette idée-là? Tout à fait. C'est effectivement, donc le Drive Tout Nu, c'est le premier supermarché en drive 0 déchet et nous on dit 100% responsable. Donc ça part pour nous d'un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui chaque Français produit 590 kilos de déchets par an et que la moitié de ces déchets sont des déchets d'emballage, donc des déchets qu'on jette à la poubelle immédiatement quand on arrive à la maison, même si c'est la poubelle de recyclage pour certains, ça reste du déchet. Face à ce constat, alors que quand même quand on interroge les Français, ils disent qu'ils ont envie de réduire leur consommation de plastique, qu'ils ont envie de consommer davantage en vrac, on se rend compte qu'en fait, les gens ont du mal à passer à l'action, très clairement, parce qu'aujourd'hui, le zéro déchet, c'est quand même une expérience utilisateur qui est très compliquée. Déjà, il y a très peu d'offres. L'offre, elle est essentiellement concentrée dans les centres-villes, sur des petites épiceries où on trouve rarement tout ce qu'on veut. Donc voilà, on a essayé de se dire qu'on voulait imaginer un système qui allie toute la simplicité d'usage qu'on peut retrouver dans la grande distribution, sur laquelle, effectivement, qui n'est pas souvent beaucoup critiquée, mais au sein de laquelle il y a quand même des choses qui nous semblent vraiment chouettes à récupérer. Et la simplicité d'usage, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui vont en grande distri parce que c'est très simple, parce qu'il y a tout, parce que les prix sont corrects. Mais de l'allier cette fois à on va dire, un autre mode de consommation qui nous apparaît plus responsable et donc entièrement zéro déchet et local. Donc nous, ça fonctionne très simplement. En fait, les gens font leurs courses directement sur Internet. On y retrouve tous les produits qu'on peut retrouver dans un supermarché classique en termes d'unité de besoin. On n'a pas une très grosse profondeur de gamme, mais par contre, on retrouve toute la largeur de l'assortiment. Les gens passent commande, ils peuvent venir la récupérer sous 1 heure. Et chez nous, elle est entièrement contenue dans des contenants réutilisables, donc dans des bocaux en verre et des sacs en toile. Ils viennent la récupérer. Au moment où ils viennent récupérer leurs produits, ils peuvent nous ramener les contenants de la fois précédente. Nous, on s'occupe de les laver et de les remettre dans le circuit. L'idée, c'est que ce soit entièrement circulaire. On ne travaille qu'avec des producteurs qui acceptent de rentrer dans cette démarche zéro déchet avec nous et donc de nous livrer soit en vrac, soit en zéro déchet dès l'amont de la filière. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire bouger les pratiques dès l'amont.
Le deuxième critère, c'est le local. Nous, on ne travaille qu'avec essentiellement 60% des produits qui sont proposés au Drive tout nu sont issus d'un périmètre de moins de 100 km autour du point de vente. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Bon, avec Toulouse, effectivement, on est sur un territoire qui est très très riche, donc on est au-delà de 80%. Oui. Et ça, l'idée, c'est que très clairement, on évite qu'une salade qui a poussé en Ariège, elle monte à Rungis, elle redescende à Toulouse, ça n'a pas de sens. Donc voilà, on ne travaille qu'avec des producteurs en local quand ça existe en local, parce que bon, le café, ça pousse pas ni à Toulouse ni à Perpignan, donc pourtant les gens en boivent quand même. Et le dernier critère, c'est la qualité de produit. Donc on ne propose que des produits qui sont soit bio, soit assimilés bio. Ouais. Et vous êtes présent aujourd'hui, vous avez 7 drives, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a 7 drives à Toulouse, Lille, Chambéry et Bordeaux. Alors, on vous oppose avec la grande distribution à chaque fois, parce qu'on se dit, mais l'un et l'autre, finalement, vous dites, sont aussi complémentaires. L'un peut éduquer l'autre, et vous ne servez pas forcément la même clientèle non plus. Je pense qu'on peut servir la même clientèle. Par contre, je pense qu'effectivement, c'est complémentaire. Alors après, très clairement, nous, notre objectif, c'est aussi quelque part d'ouvrir un petit peu des portes et d'ouvrir la voie. Je suis assez lucide sur le fait qu'avec mes 7 drives, voilà, si Lidl décide d'enlever un emballage plastique sur une salade, en fait, ils ont beaucoup plus d'impact que moi, vraiment beaucoup, beaucoup plus avec le nombre de consommateurs qui touchent aujourd'hui. L'idée, c'est d'ouvrir la voie et de montrer notre rôle en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire qui sont plus petites, qui sont plus agiles, c'est aussi de montrer qu'il y a d'autres voies qui peuvent allier performance économique et financière et performance d'impact, montrer que c'est possible, qu'il y a un modèle, qu'on peut trouver son modèle de rentabilité tout en incluant ces critères d'impact, et donc d'être un peu plus radicaux forcément dans nos choix et de faire moins de concessions. Voilà, mais parce qu'on est plus agile et qu'on forcément c'est plus facile pour nous de bouger parce que l'impact on l'a mis au cœur du modèle dès le départ. Après voilà, il faut aussi que les grands groupes puissent naviguer avec ça, et de toute façon ils y sont contraints à la fois par les consommateurs et puis à la fois par la réglementation qui arrive aussi en ce sens-là. Alors, vous parlez du consommateur. Alors, vous êtes sur un schéma, et après, je demanderai à Bertrand Montfort de réagir. Il est à distance, donc d'avoir un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Parce qu'au bout du bout, c'est le consommateur qui décide de ce qu'il veut et de comment il veut avoir dans son frigidaire, etc. Hélène Vivien et Salomé, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Comment on réfléchit? Est-ce qu'il vous pousse, le consommateur? Est-ce qu'il vient vous voir en disant « Attendez, vos emballages » ou je ne sais pas, est-ce que toutes les révolutions que vous mettez en place, c'est pour des questions économiques, des questions, ce qu'on disait, en quête de sens, ou c'est parce que le consommateur, lui, a envie que ça bouge aussi? On va commencer avec Salomé et Hélène Vivien. Je pense que les consommateurs ont envie que ça bouge. Alors après, ils ont envie que ça bouge et ils ont aussi envie que ça bouge avec leurs contraintes du quotidien. Pour autant, très clairement, aujourd'hui, si on veut passer à l'échelle sur des questions aussi fondamentales que le zéro déchet, qui sont, voilà, cette sobriété-là aujourd'hui dont on parle, de toute façon, les rapports sont unanimes. Soit on va la subir, soit il faut agir en bout de course. Et ça aussi, les consommateurs commencent à en avoir conscience. Donc, ils poussent pour qu'on puisse réagir en face. Après, c'est à nous de nous adapter aussi le plus rapidement possible par rapport à ça. Et je pense que quand on voit le succès que rencontrent des entreprises comme le Drive qui essayent d'allier quand même la praticité et le changement d'habitude, on voit que quand même les consommateurs sont demandeurs de ce genre de nouveaux modes de consommation. Après, pour autant, il faut que ça s'inscrive dans leur pratique quotidienne, il faut que ce soit simple. Moi, je crois souvent que les révolutions d'usage, elles sont plus incrémentales que ce qu'elles sont radicales. Vraiment, il faut que ça se fasse au fur et à mesure. Mais par contre, bien évidemment, je pense qu'il y a de vraies attentes parce que je ne vois pas qui aujourd'hui a envie particulièrement d'ingérer du plastique ou de donner des pesticides à manger à ses enfants. Enfin, donc, je pense qu'on est assez moins d'accord là-dessus. Quand je disais l'arbitre, c'est l'arbitre finalement, Hélène. C'est clair, aujourd'hui, le consommateur, donc, il recherche la simplicité. On s'y retrouve, je pense, bien qu'on soit sur des modèles différents. Il recherche la simplicité. Puis après, il y a la question du pouvoir d'achat. Il ne faut pas l'éluder. Aujourd'hui, le consommateur, on est en pleine période d'inflation. La France se porte moins mal que les autres. Dans le milieu de la distribution, aujourd'hui, l'inflation, c'est 7%. 7%, c'est le pays qui se porte le mieux dans la zone euro. C'est pas moi qui le dis, c'est Nielsen. Donc avec des pays de la zone euro qui sont à 22% d'inflation. Donc effectivement, le client, ce qu'il veut, c'est la simplicité, la praticité, de bons produits au meilleur rapport qualité-prix possible, effectivement. Il est très, très attentif aujourd'hui à tout ce qui a trait à l'environnement, à la santé. Je pense qu'il est beaucoup plus alerte là-dessus, quel que soit le milieu.
mais le pouvoir d'achat, il revient. Et puis surtout, il veut que ce soit rapide, que ce soit simple. Voilà, d'où le succès de votre concept. Le succès du nôtre aussi, parce que nous avons, je pense, des modèles qui correspondent, qui répondent aux attentes des consommateurs. Voilà. Et où il n'y a pas non plus des milliers de références qui vont derrière le solliciter son porte-monnaie à outrance. Alors, Bertrand Montfort, je me tourne vers vous, comme vous êtes à distance. Vous venez d'entendre effectivement que le modèle de la distribution, c'est un modèle qu'on a choisi aujourd'hui. On aurait pu en prendre d'autres. Comment le biomimétisme observe-t-il ces comportements dans le modèle de la distribution au sens large? Je ne vais pas me focaliser uniquement sur la grande distribution. Écoutez, c'est vrai que de la distribution, c'est un peu réducteur d'utiliser ce terme pour le vivant, mais en tout cas, les matériaux, la production des organismes vivants et tout ce qui est utile au maintien d'une espèce, à sa collaboration dans son écosystème, en fait, il y a déjà deux notions qu'on trouve de manière assez flagrante dans l'échange qui vient d'avoir lieu. C'est d'une part le transport et d'autre part l'emballage. Et le transport, effectivement, dans le vivant, nous propose un nombre considérable de modèles différents. Quant à l'emballage, ce qu'on peut déjà dire, c'est que bien, les emballages dans le vivant, ils sont multifonctionnels. Alors, les gens du marketing vont dire, mais dans la grande distribution aussi, puisque l'emballage sert pour inscrire un certain nombre d'informations, pour attirer le regard et informer l'acheteur. Dans le vivant, ces fonctions, elles vont bien au-delà. Je vais prendre quelques exemples. Si on regarde par exemple une noix de coco qui tombe d'un arbre, déjà, elle est équipée pour résister à la chute. Ensuite, elle est équipée pour le transport parce que on sait bien que les cocotiers poussent souvent au bord des plages et la diffusion des cocotiers, elle a été assurée par voie maritime. Simplement parce que les noix de coco sont capables de flotter comme ça pendant des semaines et des mois jusqu'à arriver à une plage qui va être favorable à la germination. Donc, on a à la fois une notion de protection, d'emballage, mais aussi une notion de transport. Et donc, on a un produit qui intègre des capacités d'être transporté par les moyens naturels et également d'assurer une protection, en l'occurrence de sa faculté germinative, mais dans d'autres cas, ça va être une protection qui va en outre dans la plupart des fruits à graines, être appétissante pour des organismes, alors généralement des animaux qui consomment le fruit et qui vont donc aller déplacer les graines ailleurs pour que, de la même manière, le végétal consommé, qui a donc développé dans son évolution une chair attractive, eh bien, puisse être un argument, entre guillemets, on parle de zoochorie, transport de graines par des animaux, eh bien, on a là aussi une notion d'emballage multifonctionnel et une notion de transport. Donc là, on est sur un petit peu les généralités du fonctionnement des écosystèmes qui sont naturellement beaucoup plus complexes que ne le sont nos organisations de production, de transport, de consommation. Et je pense que c'est sur cette complexité, finalement, que notre monde économique et notre société, aujourd'hui, butent. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un modèle extrêmement simplifié de production à moindre coût et donc sans tenir compte forcément de la distance. Et là, je pourrais dire qu'il y a un troisième aspect de ce que le vivant peut nous apprendre, c'est que le vivant travaille avec les ressources locales, consomme ce qui est présent sur place, là où il vit. Et du coup, on a un modèle qui effectivement qui questionne les enjeux de la distribution et de l'approvisionnement. Et j'ai envie de dire, fatalement, il va falloir que les producteurs se rapprochent des consommateurs, ou en tout cas qu'il y ait une logique de rapprochement et qu'on fasse évoluer l'économie en tournant un petit peu le dos à la globalisation des échanges, qui était basée à la fois sur des questions de différentiel de coûts de production, d'une part, et d'autre part sur un différentiel de normes, notamment environnementales et sociales. Oui. Question, voilà ce que je pouvais dire. Voilà, juste une question. Est-ce que le fait que nos ressources soient limitées, qu'on le sache aujourd'hui, que pour l'instant on n'a pas remplacé les ressources, les d'énergie pour l'instant par des produits totalement miracles, on le voit, la difficulté dans le domaine de l'énergie. Hein. On est en train de chercher un modèle qui pourrait remplacer les énergies fossiles. Est-ce que finalement ces ressources limitées vont nous aider? Bertrand Montfort.
Alors, les ressources limitées, oui, la contrainte, bon, on l'a bien observé pendant la période de confinement liée au Covid. En laissant la nature tranquille, elle se réhabilite. On voit arriver sur les côtes de Méditerranée à nouveau des tortues qui viennent pondre, des oiseaux qui nichent, donc toute une biodiversité qui se restaure. Donc la contrainte nous a sans doute amené à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Moi, j'ai envie de dire, c'est la première vertu du biomimétisme, c'est de donner aux exemples du vivant une forme d'attractivité qui nous invite à nous questionner nous-mêmes, à nous remettre en question et à prolonger notre réflexion individuelle par un dialogue collectif. Et là, on se rapproche des fondements du développement durable, à savoir que les premières exigences du développement durable, c'est d'identifier ses parties prenantes, de dialoguer avec elles et de construire collectivement des réponses qui relèvent de la coopération. Et c'est ça qui a longtemps été ignoré, peut-être à la suite d'une mauvaise interprétation de la théorie de l'évolution de Darwin, c'est qu'on a pensé que la nature s'était adaptée et avait évolué essentiellement parce que la loi de la jungle, c'était tout le monde tue tout le monde et que c'est le plus fort qui gagne. Ce qui est faux. Ce qui est faux, et je pense qu'on a eu cette espèce de petite musique toxique dans l'oreille, et l'économie a sans doute trop suivi la piste de la compétition à tout crin, en allant trop peu vers une coopération qui est créatrice de synergie et de valeur ajoutée. Emmanuel Parache, merci Bertrand Montfort, hein, c'est passionnant. Emmanuel Parache, ça veut dire que on est dans une crise de la biodiversité aussi, puisque le Covid a été déclenché par une crise de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est à un carrefour quand même intéressant pour les entreprises de se poser des questions auxquelles pas forcément elles sont habituées. Tout à fait. C'est vrai qu'il a été démontré que la pandémie, c'est une crise de la biodiversité en fait, et c'est lié à l'homme qui a trop fragmenté les habitats et qui a rapproché des espèces qui n'avaient pas à coexister ensemble, et d'où cette transmission-là. Donc le fait de pouvoir intégrer ça pour une entreprise, ça lui permet de maîtriser ses risques, de prévoir son modèle, ses risques d'exploitation, ses risques d'accès aux ressources, risques financiers, assurantiels. Il y a beaucoup d'assurances maintenant de plus en plus qui indexent les primes sur le fait que l'entreprise ait une démarche RSE, et donc qu'il soit dans cette démarche-là, hein, d'économie, de sobriété. Et puis c'est valorisé aussi, c'est valorisé auprès de ses collaborateurs, valorisé auprès de ses parties prenantes. Moi je suis tout à fait d'accord, c'est nous qui avons le pouvoir. Donc le pouvoir des consommateurs, il est très important, et quelles que soient les entreprises, hein, pas que les entreprises de la distribution, hein, pour le textile, pour tous ces éléments-là. Et ça crée la valeur foncière aussi. Hein, on peut imaginer, alors je ne sais pas si c'est le cas de Lidl, mais par exemple, nous, on a des clients, des foncières comme ICAD, où c'est eux qui investissent. Et bien, le fait qu'ils investissent avec un projet qui est extrêmement vertueux leur garantit que quand ils vont vouloir le revendre 10 ans après, il n'y aura pas de problème pour le revendre. Donc ça crée de la valeur, en fait. Donc les entreprises ont vraiment intérêt à intégrer ces systèmes-là. Et puis, ce que disait Bertrand, en fait, c'est le fait d'observer le vivant, ça permet de prévoir les modèles de demain et d'adapter son modèle économique, de créer de l'innovation. Donc, en fait, tout est extrêmement positif. Et la contrainte, pour rebondir sur la contrainte, parce que j'ai bien aimé, quand on travaille sur des projets immobiliers avec notamment les architectes, ils adorent avoir de la contrainte liée à la biodiversité, et avoir des données d'entrée, parce que ça les guide en fait dans la manière dont ils vont prévoir, dont ils vont concevoir les projets. Le rôle modèle de tout ça, quand vous faites vos magasins avec vos bâtiments tout en photovoltaïque. J'ai vu récemment passer aussi que vous installiez maintenant des bornes électriques dans certains parkings ouverts à tous avec recharge hyper rapide, etc. Le rôle modèle de l'entreprise, parce qu'on parlait du Covid, le R0 se propager, c'est une volonté ou c'est une façon de se différencier? Chez nous, c'est une volonté. Aujourd'hui, c'est l'ADN de l'entreprise. Aujourd'hui, pour rejoindre Emmanuel, dès qu'on a un projet immobilier, de quelque nature que ce soit, il y a un écologue qui déjà nous fait un bilan de la biodiversité présente sur le site. Voilà, avec des préconisations. Il travaille avec un architecte paysagiste. Ça, c'est relativement récent pour nous dans l'entreprise depuis 2 ans. Les bornes de recharge, effectivement, on a lancé un programme de déploiement de bornes de recharge. Jusqu'à maintenant, les recharges étaient gratuites. Bon, évidemment,
Là, nous sommes en train de les rendre payantes, bon, à des taux, enfin, à des montants très attractifs. Voilà. Mais on est en train de déployer pour accompagner le consommateur aussi dans la transition. C'est notre responsabilité sociétale et environnementale. C'est celle de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une volonté. Personne nous a... Alors, il y a effectivement aujourd'hui des obligations. Maintenant, il y a sur certains supermarchés sur lesquels on rétrofite des bornes de recharge. On n'a aucune obligation de le faire là, dans les médias. Donc, il y a tout un programme qui a été développé en 2022. Ça va se poursuivre en 2023. Voilà, c'est une vraie volonté de l'entreprise aussi. Et c'est une volonté aussi d'éduquer le consommateur. Nous avons la chance d'être très, très visités, d'être Comment très vous faites visibles. quand vous dites éduquer le consommateur? Est-ce que vous êtes, par exemple, prêt à enlever un produit, à dire on l'a plus parce qu'il ne correspond pas à nos critères ou des choses comme ça? Oui, aujourd'hui, très, très souvent, malheureusement d'ailleurs, et on le voit depuis le Covid, on s'est rendu compte qu'on était très dépendant des fournisseurs. Après, on est dépendant aussi de la production, des contraintes météo et autres. Donc, dans certains cas, des produits sont déréférencés, effectivement, quand ils ne répondent pas au cahier des charges, sur lequel il y a des contraintes particulières. De la même façon, on a pris la décision de mettre des bornes de recharge, parce que je pense que l'éducation passe par... tout un chacun, ou la prise de conscience passe par l'éducation de chacun. Donc on ne peut pas attendre de tous que le développement durable soit une évidence. Et je pense que tous les consommateurs qui viennent chez Lidl, s'ils se rendent compte que, effectivement, il y a une gestion des déchets qui est un peu spécifique. On développe de plus en plus des circuits courts, le zéro gaspille. Donc ça fait partie aussi de l'éducation. On communique beaucoup là-dessus. On reçoit, on fait visiter pour avoir cette notion. Je pense que c'est aussi une obligation d'accompagner les nouvelles générations aussi dans cet esprit-là. Alors on parle des ressources limitées. On en parlait tout à l'heure des consommateurs. Le consommateur aujourd'hui avec l'inflation a des ressources limitées. Donc qu'est-ce qui change pour lui? Comment il réagit? Comment il s'adapte? Le consommateur, il vient, alors peut-être que madame l'a constaté aussi, il vient plus souvent, il achète moins. Voilà, pour ne pas gaspiller. Aujourd'hui, le consommateur, il vient plusieurs fois dans la semaine. Il y a quelques années, il venait une fois par semaine, il remplissait son caddie dans les hypermarchés, partout. Et puis, il y avait des petits appoints. Là, aujourd'hui, le consommateur, il vient plus régulièrement. Il consomme beaucoup moins, des plus petites quantités, pour éviter le gaspillage. La gestion à la papa, comme on dit, comme les grands-parents. Salomé, vous le constatez aussi, ou ça n'a pas trop bougé dans votre modèle à vous? Non, dans notre modèle à nous, ça n'a pas trop bougé, mais parce que je pense que notre cœur de cible, ce sont des gens aussi qui sont déjà sensibilisés à ne pas surconsommer. Voilà, ils viennent aussi dans cette démarche plus sobre d'avoir une consommation qui est plus locale, qui est conscient de ses ressources limitées justement. Donc il n'y a pas forcément un grand changement. Par contre, on observe quand même un changement et on va dire qu'ils sont très attentifs au prix. Ça c'est certain qu'on peut proposer. Et nous, c'est vraiment notre rôle aussi de nous ajuster et d'être tout à fait compétitifs par rapport à d'autres enseignes, y compris dans le vrac et dans le zéro déchet, qui malheureusement aujourd'hui souvent a encore une image qui est très bourgeoise en fait. On a souvent les consommateurs, beaucoup de consommateurs ont le sentiment qu'en fait le zéro déchet c'est réservé à une certaine catégorie de population, c'est pour les bobos très clairement, alors qu'aujourd'hui nous l'objectif c'est vraiment de démocratiser l'accès à cette consommation zéro déchet, à la fois d'un point de vue praticité mais aussi d'un point de vue économique, et ça on y arrive au fur et à mesure aussi parce qu'en grandissant, parce qu'on arrive à massifier nous aussi nos achats et voilà, et à pouvoir le répercuter les gains que nous on peut avoir côté consommateur aussi. Alors, on parle des consommateurs, Bertrand Montfort, l'observation de l'humain, de l'être humain, du consommateur, du citoyen. Est-ce qu'il s'adapte à ces ressources limitées aujourd'hui? Est-ce que ça, vous l'observez? Alors, pour pouvoir vous répondre précisément, il faudrait effectivement s'appuyer sur des enquêtes, sur l'observation des comportements. Disons que, en ce qui me concerne, j'exerce une activité d'enseignement, beaucoup d'enseignement supérieur, des écoles d'ingénieurs, des universités. Et ce que je constate, c'est que le besoin de sens des étudiants que j'ai en face de moi, j'étais encore hier à Lyon, il est flagrant et de plus en plus ouvert aux réalités du vivant. D'abord parce qu'il est menacé et qu'on parle de plus en plus de l'érosion de la biodiversité parallèlement au changement climatique. Et je pense qu'il y a une attention de plus en plus nette qui est portée à ces questions d'une part,
la biodiversité en péril, d'autre part, les interdépendances multiples qu'en tant qu'humains, nous avons avec cette biodiversité. Et d'ailleurs, on a vu au fil des décennies passées arriver un certain nombre de notions qu'on n'avait pas du tout. Je pense en particulier à cette idée que notre organisme, en tant que personne humaine, contient davantage d'organismes non humains que de cellules, à savoir notamment tout ce que nous utilisons de manière symbiotique pour digérer nos aliments. Il y a un certain nombre de constats qui sont faits et qui poussent de plus en plus de personnes, et je dis notamment les jeunes qui sont aujourd'hui en formation et qui se posent la question du métier qu'ils exerceront demain, de donner du sens à leur apprentissage actuel et qui transforment leur vision du monde en conséquence, en intégrant justement cette interdépendance très forte avec le vivant, avec les écosystèmes, qui d'ailleurs engendre un sentiment qu'on a baptisé aujourd'hui l'éco-anxiété, et vis-à-vis duquel il faut être aussi capable de lutter. Pour terminer, faire le tour de table, parce qu'on arrive quasiment à la fin de cette table ronde, Bertrand Montfort, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs, chefs d'entreprise qui sont réunis là, ce soir, en fin de journée, sur ces questions-là, hein, se réinventer avec des ressources limitées? Par quel bout l'attraper? Alors Emmanuel l'a un petit peu dit tout à l'heure, je pense que la première préoccupation, et ça rejoint ce que je viens de dire, c'est quelles sont mes interdépendances avec le reste de la biosphère, avec les écosystèmes. C'est une analyse de risque vis-à-vis de la dépendance du vivant. On est parti sur une autre planète, hein, d'ailleurs au sens figuré comme au sens propre. Oui. On va chercher des ressources sur Mars. On a tout ce qu'il faut sur Terre, sauf qu'on n'a pas considéré à sa juste valeur cette biodiversité, ces écosystèmes extrêmement résilients. On a beaucoup à apprendre de ces principes du vivant. J'en ai égrené quelques-uns hein, sur les ressources locales, sur la coopération. Il y a des leçons à tirer dans la nature qui nécessitent que les entreprises, et d'ailleurs toute organisation, doit se questionner de ses interdépendances avec le vivant, et ensuite s'approprier les principes du vivant pour se poser la question, est-ce que je les applique? Travailler avec les ressources locales, j'ai envie de dire, l'équation, elle est relativement simple à construire. Bien sûr. Emmanuel, par quel bout on l'attrape? Par quoi on commence? Par regarder par la fenêtre, voir comment ça se passe et s'il y a des insectes? Je plaisante, mais ça peut. On peut l'aborder de différentes manières. Je pense qu'il y a une manière très physique qui est les sites d'entreprise. Sur son site d'entreprise, on peut le considérer d'une autre manière qu'un prix au mètre carré. Et imaginer qu'il peut se transformer en lieu d'accueil pour la biodiversité. Ça, c'est assez simple à faire. On travaille la palette végétale. En plus, c'est super pour les collaborateurs parce qu'on peut les faire participer, on peut faire des plantations. Enfin voilà, on peut faire quelque chose de très collaboratif autour de ça. Donc il y a déjà le questionnement par rapport au site lui-même, le fait de moins artificialiser quand on construit. Et puis ensuite, il y a la question de sa chaîne de valeur. Comment dans sa chaîne de valeur on a un impact et une dépendance vis-à-vis de la biodiversité et comment on la diminue. De toute façon, ça va être un élément très fort de la stratégie nationale biodiversité. À l'horizon 2030, toutes les entreprises devront identifier leurs impacts et leurs dépendances et s'engager à diminuer 50% de leur impact et leur dépendance vis-à-vis de la biodiversité. Donc voilà, en fait, c'est beaucoup de bon sens en fait. C'est assez simple, c'est pas très compliqué et c'est pas très coûteux non plus. C'est un peu comme la gestion de sa maison quand on décide de récupérer l'eau de pluie qu'on va passer éventuellement, je schématise. Conclusion avec vous également, Hélène. Le modèle économique dans lequel vous êtes aujourd'hui, il se réinvente vraiment, vous trouvez? Il évolue. Il évolue. De toute façon, on est obligé, les gens changent, la société change, le consommateur évolue, donc l'entreprise doit changer, doit muter. Et je rejoins ce que disait Bertrand. Aujourd'hui, on a une entreprise jeune. Nous avons énormément de jeunes collaborateurs. Et qu'est-ce qu'ils attendent, ces collaborateurs, quand ils rentrent dans l'entreprise? C'est le don de sens. Quelle est notre approche vis-à-vis de l'environnement? C'est très, très nouveau. Depuis 2-3 ans, c'est comment l'entreprise se positionne par rapport à sa politique RSE.
dans tous les recrutements, quels que soient les postes aujourd'hui, peut-être un peu moins sur les moins qualifiés malheureusement, mais sur les plus qualifiés, il y a cette interrogation, il y a cette demande des candidats, des salariés de l'entreprise qui sont très très intéressés par effectivement la réintégration de la biodiversité dans notre modèle. Et je pense que c'est un facteur aussi de cohésion au sein de l'entreprise, de travailler de manière différente la biodiversité. Salomé, vous avez le mot de la fin avec le drive. Jusqu'où vous allez pousser on va dire le détail du drive tout nu? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous souhaiteriez éliminer pour qu'il n'y ait vraiment aucun déchet? Ou vous êtes arrivé vraiment à la perfection? Non, on n'est bien sûr pas arrivé à la perfection, on progresse tout le temps. Non, je pense que je voudrais rebondir sur ce que disait Hélène. Effectivement, cette recherche de chance, elle est flagrante, et y compris d'ailleurs chez les travailleurs qui ne sont pas forcément les plus qualifiés, parce que c'est vrai que dans la distribution, nous, on entend beaucoup qu'il y a des grosses difficultés de recrutement, notamment sur les préparateurs de commandes et tout ça. Nous, je peux vous dire qu'on n'en a aucun, en fait. On n'a aucune difficulté de recrutement aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a cette vraie recherche de chance. Et je pense que ce qui est très important aujourd'hui pour les entreprises, c'est aussi d'essayer de changer de regard, en fait, sur cette sobriété. On en parle toujours sous l'angle du moins, du négatif, mais la sobriété, ça peut aussi être plus de justice sociale, plus de justice environnementale, plus de partage de la valeur. Ça peut être positif à plein d'égards. Donc je pense que si on veut générer ce point de bascule vers une économie plus juste et embarquer justement à la fois les consommateurs, les citoyens, les entreprises, avec nous, y compris donc les talents de demain aussi, qui on voit bien qui sortent des grandes écoles et qui se refusent à recevoir ou à aller travailler chez des entreprises qui ne sont pas en cohérence et alignées avec leurs valeurs. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change de regard sur cette sobriété, qu'on la regarde de façon moins subie, de façon plus choisie, de façon plus positive, et que ça générera un petit point de bascule vers une économie plus juste. Une conclusion optimiste. Merci beaucoup, Salomé. Merci infiniment, Salomé Géraud, Hélène Vivien, Emmanuel Parache, et à distance, Bertrand Montfort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ligne, Bertrand. Et je vous remercie pour ce débat. Et je cède la parole à Boris Georgelin pour la suite de la soirée. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir. Merci à vos invités.